Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire proposé par Dell à l'occasion du rendez-vous des décideurs IT édition 2022. Aujourd'hui, dans le cadre de cette journée dédiée au sujet RSE, nous allons tenter de comprendre ensemble comment les constructeurs et partenaires IT de vos entreprises se transforment pour diminuer l'impact carbone des équipements qui sont ensuite utilisés au quotidien par vos collaborateurs dans leur activité de tous les jours. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau du rendez-vous des décideurs IT Sébastien Verger, CTO France chez Dell Technologies. Bonjour Sébastien Verger. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau du rendez-vous des décideurs IT. J'aime bien commencer ces moments d'échange avec un petit peu de définition. Chez Dell, ça veut dire quoi la RSE, Sébastien Verger ? Alors ça veut dire finalement la même chose que chez tout le monde, si on s'en tient à la définition. Responsabilité sociale et environnementale, c'est ça ? Exactement. Fin de la définition. Voilà. Ce qui est important de retenir, c'est que c'est un sujet qui est porté directement par Michael Dell. Il aime beaucoup rappeler que finalement, quel que soit le matériel que l'on va fournir à nos clients ou à nos partenaires, c'est juste son nom qui est écrit dessus et il n'aimerait pas que son nom soit entaché par quelques scandales ou événements liés à des problématiques notamment de recyclage ou de décharge sauvage par exemple. Ouais. Donc depuis toujours, bien avant que le sujet ait l'importance qu'on y accorde aujourd'hui, bien avant ça, Michael a vraiment porté ce sujet. Alors, chez Dell Technologies, la tagline, c'est « Utiliser la technologie au service du progrès humain ». Donc finalement, c'est ça que l'on va faire, pour porter ce sujet RSE. Alors, de toute façon, on le comprend bien, le sujet RSE, ça ne peut pas avancer autrement que si ce n'est pas porté par la gouvernance de l'entreprise et par au plus haut niveau dans l'entreprise. Ça veut dire, donc vous nous l'avez dit, que ça a commencé depuis un petit bout de temps. Aujourd'hui, on est en 2022, c'est un sujet qui commence à être largement répandu au sein de l'intégralité des entreprises, donc certaines sûrement équipées par Dell, dans tous les secteurs d'activité. Quelles sont les prochaines étapes que vous identifiez, Sébastien Verger, mais surtout le groupe Dell, pour avancer en la matière ? Alors, pour avancer sur ces sujets RSE, chez Dell, on se fixe des objectifs ambitieux. On appelle ça les Moonshot Goals. Ça fait référence au discours de Kennedy quand il avait fondé la NASA, avec pour objectif d'aller poser quelqu'un sur la Lune. Donc voilà, un objectif long terme et ambitieux. Je trouve ça très intéressant. Ça permet d'éviter ce que j'appelle le temps politique, c'est-à-dire de vouloir faire des actions qui ont pour objectif d'avoir un impact immédiat, pas forcément dans la durée. Là, on s'inscrit vraiment dans une démarche dans la durée. Alors, donc on prend le projet dans sa globalité sur le long terme, exactement, c'est ça ? On prend le projet, ces Moonshot Goals, on les définit tous les 10 ans sur les années pleines. Donc en fait, en 2020, on a fait le bilan de nos Moonshots pour définir 2010 et on a défini nos objectifs donc ambitieux pour 2030. Et alors, quatre grands axes sur ces objectifs. Le premier, bien évidemment, l'inclusion. On sait tous que c'est un grand sujet. Souvent, quand on me parle d'inclusion, on me parle du mix entre les hommes et les femmes. Alors, bien sûr, ça fait partie de ce sujet inclusion. Et d'ailleurs, chez Dell Technologies, on s'est fixé comme objectif d'avoir 50% de femmes dans nos effectifs d'ici à 2030 et 40% de nos managers qui sont des femmes. L'inclusion, ce n'est pas que ce sujet de mixité, c'est aussi des sujets qui portent sur les orientations sexuelles, c'est aussi des sujets qui portent sur le handicap, c'est aussi des sujets qui portent sur les ethnies. Alors en France, on n'a pas droit aux statistiques ethniques. Bien sûr. Aux États-Unis, ils insistent beaucoup sur les statistiques ethniques, donc ils vont prendre en compte le pourcentage d'Afro-Américains, le pourcentage d'Hispaniques, le pourcentage d'Asiatiques, etc. Bien évidemment, en France, c'est des sujets qu'on ne peut pas relayer. Ça, c'est le premier point. Il y en a 3 autres, du coup, dans la stratégie à 2030 de Dell Technologies. Oui, le deuxième sujet, c'est l'éthique, le respect de l'éthique. Notamment aujourd'hui, ça passe par le contrôle qui est donné, qui est facilité pour nos clients, nos partenaires, de maîtriser leurs données. Et ça fait clairement écho au titre du livre qu'a écrit Michael Dell, Play Nice but Win. Donc je pense que tout est dit dans le titre, c'est-à-dire que voilà, on fait du business, bien évidemment, mais on respecte nos clients, on respecte nos partenaires, on respecte nos compétiteurs également. On pourrait le traduire comment, genre jouer avec respect mais gagner à la fin, c'est ça ? C'est exactement ça. C'est exactement ça.
C'est exactement ça. Donc play nice but win, ça c'est le deuxième point. Il en reste 2 du coup sur les objectifs de Dell. Ouais. Le troisième, c'est la transformation des vies. On revient sur la tagline que j'évoquais tout à l'heure, utiliser la technologie au service du progrès humain. Donc transformer les vies, ça veut par exemple dire investir sur la recherche médicale. On sait aujourd'hui que la recherche médicale, elle est très portée par la technologie. On insiste beaucoup et on investit énormément sur les recherches sur le cancer et notamment sur les cancers infantiles. Évidemment, on est tous très sensibles à ces sujets. Il n'y a pas que ces sujets-là. Par exemple, on va retrouver aussi un engagement donc de l'ensemble des collaborateurs de Dell Technologies sous forme de groupes de réflexion, on appelle ça les ERG, Employés Ressources Group. Donc ce sont des groupes de réflexion où les collaborateurs de Dell vont s'engager sur des sujets. Alors ça peut être des sujets autour de la féminisation des jobs, ça peut être des sujets autour de la planète, ça peut être des sujets autour de l'orientation sexuelle, ça peut être des sujets autour du télétravail par exemple. Donc vous voyez tout un tas de sujets qui sont adressés par ces groupes de réflexion. Et puis enfin, le dernier sur lequel on va s'attarder aujourd'hui, qui est le développement durable. Bien évidemment, nos objectifs à 2030 ont un certain nombre d'actions sur le développement durable, on va en reparler. On peut citer quelques-unes d'entre elles qui sont assez emblématiques. En premier lieu, notre engagement de faire ce qu'on appelle du 1.1, c'est-à-dire pour chaque nouvelle machine vendue, on va recycler un matériel équivalent. Alors quand on dit qu'on recycle un matériel équivalent, ce n'est pas forcément un matériel qui a une étiquette Dell. C'est exactement la question que j'avais posée. Est-ce qu'on équipe que ceux qui ont déjà du Dell? Non, pas forcément. On récupère un matériel, quoi. Bien sûr, c'est-à-dire que il faut comprendre l'ambition derrière. L'ambition, ce n'est pas d'équiper ou de suréquiper pour du Dell. L'ambition, c'est aussi de retirer ces potentiels déchets électroniques. Clairement, on est une industrie polluante, donc on se doit en tant que grand constructeur. Donc il faut les traiter surtout. Exactement, de participer à ce traitement. Autre engagement, on reviendra dessus en détail tout à l'heure, le transport et le packaging. D'accord. Donc notre objectif, l'un de nos objectifs à 2030, c'est d'avoir 100% donc de matériaux recyclés, recyclables, équipés pour le transport et l'emballage de nos matériels. Bon, alors c'est important effectivement d'avoir la vision globale d'un constructeur effectivement comme Dell pour comprendre dans quoi s'inscrit effectivement ce dont on va parler maintenant plus spécifiquement. Si on parle des enjeux des gens qui nous regardent, de ceux qui doivent choisir, arbitrer entre tel ou tel équipement, comprendre l'impact des équipements utilisés au quotidien ensuite dans leur entreprise. Quand on crée des équipements, chez Dell Technologies en l'occurrence, dont on veut diminuer l'impact au quotidien, comment on fait? Qu'est-ce qu'on change dans le processus? Ça commence où? Ça finit où? Qu'est-ce qu'on fait évoluer? Alors, on change tout. C'est-à-dire qu'on réfléchit l'intégralité du processus. C'est-à-dire depuis le design même de la machine, les matériaux qui sont utilisés, l'ensemble de la chaîne logistique qui va nous permettre d'emmener ce matériel dans les mains de son utilisateur, le cycle de vie et d'utilisation de ce produit, et puis bien évidemment son recyclage pour aller jusqu'au bout de la chaîne. C'est bien l'intégralité du cycle qui est pris en compte. Alors quand on parle de design, en quoi le mot design, le processus de design peut avoir un impact justement sur la réduction de cet impact ensuite du produit? Alors, en termes de design, il y a quelque chose qui est extrêmement important, c'est l'accès aux composants et la réparabilité. La France, d'ailleurs, fait figure d'innovateur avec notre indice de réparabilité. Alors, vous le savez probablement, il y a des discussions pour que cet indice soit ramené au niveau européen. Pour l'instant, il est en France et il ne concerne principalement que les machines dites grand public. Donc, beaucoup de constructeurs concernés, et donc Dell en fait partie. On a des gammes qui sont grand public, on a aussi des gammes professionnelles, si on parle typiquement des PC. On a sorti cet indice de réparabilité aussi bien pour les gammes grand public que pour les gammes professionnelles. Donc voilà un vrai exemple. Qu'est-ce qui est pris en compte quand on parle de réparabilité? L'accès aux composants, la facilité d'accès aux composants, la possibilité de changer ces composants, la visserie, beaucoup de vis, pas beaucoup de vis, des vis propriétaires ou pas. Typiquement, j'ai connu une époque où certains constructeurs avaient des vis propriétaires avec des tournevis propriétaires dont ils n'équipaient que c'est ce que j'allais dire, on est sur un changement de paradigme quand même, parce que jusqu'à il y a quelques années, la démarche d'un certain nombre de constructeurs, c'était de rendre le plus difficile possible la réparabilité pour qu'on retourne les voir directement. Exactement. Alors, on est très engagé sur ce sujet. On a, lors du CES de cette année,
à Las Vegas, sorti un concept, un petit peu sur le même principe que les constructeurs automobiles sortent des concept cars. Donc ce concept, ça s'appelle Luna. C'est donc un laptop, un PC portable. Et ce concept, c'est une démonstration et de notre savoir-faire actuel et de nos différentes réflexions en la matière pour arriver à donc obtenir la machine la plus green possible. Ouais. Alors vous nous faites un petit teasing, qu'est-ce qu'on va y trouver du coup dans ce Luna? Alors l'objectif de Luna, c'est d'optimiser, encore une fois, c'est une démonstration de savoir-faire, une fois de plus, de savoir-faire actuel et d'idées pour le futur. D'accord. Donc dans ce savoir-faire actuel, on va par exemple travailler sur de la réduction, je l'évoquais tout à l'heure, sur le nombre de vis. C'est-à-dire qu'on a divisé par 4 le nombre de vis nécessaires pour démonter la machine. Donc beaucoup finalement de composants vont être emboîtés plutôt que vissés. On a changé le positionnement d'un certain nombre de composants. Par exemple, la carte mère va se trouver derrière l'écran. D'accord. Et donc, on va dire potentiellement à l'air libre avec un flux d'air et non pas posé sur le bureau là où finalement l'air ne peut pas s'échapper. Et donc ça a un impact sur l'efficience énergétique de l'équipement et en l'occurrence du PC. Exactement. D'accord. Luna, c'est aussi une machine qui est modulaire, un petit peu sur le principe qu'on a connu sur le téléphone, là encore sur des concepts avec le Fairphone par exemple. Donc le principe de Luna, c'est exactement ça, c'est d'avoir des aspects modulaires que je vais pouvoir changer ou interchanger avec le temps. Donc je considère finalement que mon PC ou mon téléphone, si on reprend l'exemple du Fairphone, c'est l'association de 10, 15, 20 ou 50 composants et je peux les modifier ou les interchanger les uns avec les autres pour réparer juste une partie du téléphone et pas devoir changer complètement de téléphone ou en l'occurrence du PC dont on parle. Exactement, c'est le principe. Alors on est au stade du concept aujourd'hui. Bien sûr. Alors bien évidemment, il y a beaucoup de composants qu'on sait déjà pouvoir faire évoluer, on sait déjà pouvoir changer sur notamment les PC portables, puisqu'il y a un vrai sujet sur les portables, puisqu'on recherche la portabilité, comme son nom l'indique. Bien sûr, oui. Mais on verra plus tard que c'est parfois antinomique avec finalement cette notion de développement durable. Un mot peut-être de ce qu'on va trouver alors, dans Luna ou peut-être dans les équipements de manière plus générale. Est-ce qu'on change, quand on a parlé du design tout à l'heure, quand on veut réduire l'impact des équipements, est-ce qu'on change ce qu'il y a dans le PC ou ça pour le coup, pour des raisons de performance ou pour des raisons de sécurité, ça reste immuable? Alors, on va déjà parler peut-être des composants. D'accord. En termes de composants, typiquement, l'un de nos objectifs pour 2030, c'est d'avoir 50% de composants recyclés dans chacune de nos machines. D'accord. Alors, là encore, ces composants recyclés, recyclables, on va les trouver dans 3 catégories. La première catégorie, c'est les composants recyclés. Là, on va utiliser des composants qui sont recyclés, pas forcément issus de notre industrie. On va par exemple utiliser du carbone issu de l'industrie aéronautique. On va par exemple utiliser des plastiques recyclés du plastique des océans. On a, chez Dell Technologies, été à l'origine de la fondation d'une fondation qui s'appelle OceanWorks et dont l'objectif est de venir récupérer le plastique dans les océans. Vous savez qu'il y a un continent, l'équivalent d'un continent complet de plastique au milieu des océans. Donc l'objectif, c'est de récupérer ce plastique pour pouvoir le réutiliser. Et cette fondation, OceanWorks, a recueilli beaucoup de suffrages. D'autres sociétés ont adhéré, notamment Ikea, si on parle de diversification, mais aussi HP. J'aime beaucoup citer HP parce que ça montre que ce sujet, qui est d'intérêt pour nous tous, dépasse les clivages et la concurrence qui peut exister entre constructeurs. Donc voilà pour les matériaux. Les équipements, enfin comment est-ce qu'on, en tout cas le matériel recyclé dans les équipements, et alors vous avez parlé de recyclable aussi. Faites la différence entre les deux. Oui, bien sûr, dans le recyclable, eh bien, on va là innover pour le coup. Typiquement, on va aller sur des biocomposants. Donc deux composants intéressants, du bioplastique. Alors, c'est quoi le bioplastique? Le bioplastique, c'est un plastique qui est conçu à partir des résines qui sont finalement le déchet de la fabrication de papier. Vous savez, quand on fait du papier, on va presser du bois pour récupérer les fibres. Et puis, une fois qu'on a pressé, on a utilisé beaucoup d'eau et donc il ressort une résine. Cette résine, on va l'utiliser pour créer du bioplastique. Donc là, pour le coup, c'est du plastique. On a l'impression que c'est du plastique, mais qui est fait à partir de bois. On va encore plus loin, on fait aussi du biocaoutchouc. D'accord. Le biocaoutchouc, on va le faire à partir d'huile de ricin.
Alors pour anecdote, l'huile de ricin en anglais, c'est castor oil. D'accord. Donc ouais. on a eu beaucoup de questions, puisqu'évidemment... Que faites-vous avec le castor? Exactement, qu'est-ce qu'on fait avec les castors? Les castors, on les laisse tranquilles. Ils n'ont rien à voir avec ça, C'est un très bien. faux ami, on les laisse Ok. dans la rivière, ils sont bien là où ils sont. Mais on a souvent eu la question. Le sujet, d'accord. Et donc là, vous utilisez donc bioplastique ou bio-caoutchouc, donc ça c'est recyclable. Donc on met des matériaux recyclés, on met du recyclable et on met d'autres choses également dans les PC. Oui, je sens qu'il y a encore autre chose. Le troisième type, la troisième famille de composants, c'est les composants en circuit fermé. D'accord. Là, l'objectif, c'est de recycler des composants qui sont issus de nos propres matériels pour reconstruire des nouveaux matériels. Donc d'anciens PC par exemple? Oui, alors typiquement, deux exemples. On va prendre un exemple sur les écrans. La plupart des châssis de nos écrans qui sont faits en plastique sont faits à partir du plastique récupéré de nos écrans des générations précédentes qu'on a récupérés. Oui, mais ça fait sens, bien sûr, parce que généralement, quand on arrête d'utiliser un PC, c'est parce qu'il y a un problème de batterie ou un problème de performance. Mais j'ai envie de dire, la boîte qui abrite le PC ou le châssis, oui, lui, n'a pas montré de signe de défaillance, généralement, quand on se sépare d'un PC. Oui, alors attention, on ne va pas réutiliser le châssis. Mais on le recycle. On va recycler le matériel, D'accord. typiquement le plastique qui est contenu dans ce châssis. De la même manière, on utilise beaucoup d'aluminium. Donc dans les châssis aussi bien de nos machines grand public, mais surtout pour les châssis de nos machines orientées pour les data centers. Là encore, cet aluminium, il va être récupéré et recyclé pour refaire des châssis. Donc là, on est vraiment en circuit fermé, d'accord? C'est-à-dire qu'on s'auto-alimente avec les matériels que l'on récupère chez nos clients. Donc voilà les trois types, du recyclé, du recyclable et du circuit fermé. Une question qui revient quand même souvent, c'est vrai que l'industrie du numérique laisse souvent à penser que l'évolution technologique rapide des équipements implique de se séparer tous les ans, tous les 2 ans de ce qu'on avait avant. Est-ce que réduire son impact environnemental et réduire l'impact environnemental des équipements, c'est créer des équipements plus durables du coup? Oui, bien sûr. L'équipement doit être plus durable. Là, je vais faire le distinguo entre la partie data center, où là, typiquement, les cycles sont bien plus longs que ceux que vous venez de décrire, mais même sur la partie post-client. Sur la partie post-client, très clairement, aujourd'hui, on est dans des démarches où l'objectif, c'est de prolonger la durée de vie, la durée d'utilisation. Alors attention, quand on parle de durée de vie et durée d'utilisation, on n'a pas forcément dit par le même utilisateur. D'accord, oui. Donc typiquement, quand on accompagne nos clients sur des offres, typiquement aujourd'hui PC as a service, où je ne vais pas acheter mon PC, mais je vais payer un coût mensuel pour avoir mon PC à disposition. Mais il est bien évident que là, la parfaite illustration, on est sur des utilisateurs qui ont peut-être besoin d'avoir la dernière technologie, donc ils vont avoir un cycle de renouvellement plus rapide. Mais par contre, cette machine, une fois que eux n'en ont plus l'utilité, une fois qu'elle est peut-être dépassée technologiquement pour leurs besoins, elle va encore être valable pour d'autres besoins au sein de la même entreprise ou au sein d'une autre entreprise. Et c'est typiquement là que finalement ces services de replacement et de PC as a service sont intéressants. Et là, la réponse, c'est de ne plus posséder en fait le PC, mais de le mettre à disposition pour un usage sur une période donnée. Exactement, exactement. Donc ça, c'est pour la durabilité. Donc ça répond également à la question de performance, parce que j'imagine que c'est une question que se posent beaucoup de gens qui nous écoutent. C'est comment est-ce que d'un côté, on réduit l'impact, de l'autre, on augmente la durabilité, tout en gardant la performance dont j'ai besoin aujourd'hui et peut-être une performance plus élevée demain pour rester compétitif sur mon marché. Oui, alors c'est une piste. L'autre piste, c'est l'évolutivité du matériel lui-même. On a évoqué Luna, donc typiquement dans ce côté modulaire de Luna, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je peux changer un module, un composant peut-être parce qu'il est tombé en panne, mais je peux peut-être changer ce composant au profit d'un composant plus récent, plus performant. Encore une fois, c'est ce que promet et ce qu'offre ce concept et cette modularité. Est-ce qu'il va y avoir un marché pour ça? Comment est-ce que le marché va répondre? C'est justement pour ça que sont faits ces concepts. Une fois de plus, j'insiste sur la grande différence qu'il y a entre du matériel destiné à l'utilisateur final, d'accord, du PC, oui, qu'il soit portable ou fixe, de la station de travail, etc. Et puis des matériels data center qui, eux, doivent offrir le maximum d'évolutivité. Et là, eh bien, on a finalement deux axes, du scale-up, où on va pouvoir faire évoluer au sein du châssis, au sein du matériel tel qu'il existe, et puis le scale-out, où on va empiler des composants un peu sous forme de Lego. Et là, on répond finalement à ça, puisqu'on va pérenniser l'investissement, puisque je vais pouvoir
rajouter de nouveaux composants ou bien remplacer certains de ces blocs par des blocs plus récents en fonction de mon besoin, en fonction de mon activité, en fonction des évolutions de gamme. Parce que la durée de détention d'un data center, c'est combien de temps généralement en moyenne dans les entreprises? Bon, on est entre 5 et 7 ans. Oui, d'accord. Sur des équipements de data center. Et là, le sujet durabilité est également un sujet clé aujourd'hui pour les entreprises, de savoir si on peut le conserver plus longtemps tout en ayant cette flexibilité ou cette évolutivité dont vous nous parliez. Oui, alors après, il y a toujours cet équilibre entre la conservation du matériel, le coût de la maintenance. Très clairement, on est sur un marché de renouvellement. C'est-à-dire que ça fait bien longtemps que le marché de masse qu'on a connu il y a 20 ou 30 ans, où les entreprises s'équipaient avec du matériel, a laissé la place à du renouvellement. Bien sûr. Alors, il y a une croissance naturelle, mais on est vraiment sur un cycle de renouvellement porté par les échéances de maintenance. Donc, typiquement, on voit aujourd'hui une popularité grandissante des offres as a service, où exactement tel qu'on l'a décrit tout à l'heure pour le poste utilisateur, eh bien, de plus en plus d'entreprises vont venir pour leur matériel data center consommer du matériel qui va être la propriété d'un constructeur. Et bien évidemment, là, on parle des offres qui sont on-premise, donc hébergées dans le data center du client ou chez un hébergeur. On ne parle pas des offres qui sont dans le cloud public, mais finalement, le principe reste un petit peu le même. Mais alors, toujours sur les infrastructures, c'est important de traiter ce point également. À partir du moment où on fait du as a service, ça veut dire qu'on gère aussi la fin du cycle de vie du data center, en tout cas pour l'utilisation qu'en fait l'entreprise quand elle vient faire appel à Dell Technologies ou à d'autres partenaires. Exactement. À partir du moment où on utilise le terme as a service, alors en tout cas chez Dell Technologies, je ne sais pas si c'est le cas chez tout le monde, mais systématiquement, eh bien, on va jusqu'au bout de la démarche, c'est-à-dire jusqu'au recyclage donc des matériels qui ont été proposés à notre client. Il y a l'évolutivité, il y a la réponse à la demande. Alors l'évolutivité d'ailleurs, elle peut se faire à la hausse, mais aussi à la baisse. C'est là où finalement il faut aussi prendre ça en compte. Oui, parce que pourquoi conserver une capacité de calcul supérieure à ce dont j'ai besoin? Là, pour le coup, on est sur de la perte d'énergie et donc potentiellement des émissions de carbone qui, pour rien d'ailleurs, tout simplement. Donc on fait évoluer à la hausse ou à la baisse. Une question quand même, vous parliez de gestion du cycle, de la fin du cycle de vie des infrastructures. Est-ce que ça se recycle un data center? Ça se recycle quoi, en un autre data center ou ça se reconditionne pour une autre activité derrière? On va recycler les matériels, évidemment. Alors le data center en lui-même, on a tous connu une époque bénie où on enlevait des mainframes et puis il y avait plein de place et on mettait des tables de ping-pong. Et puis assez rapidement, eh bien, les systèmes ouverts ont pris finalement autant de place, voire plus de place que les systèmes mainframe qu'ils ont remplacés en majorité. Après, dans les agglomérations comme Paris, Lyon ou Marseille, de trouver des data centers intramuros, c'est compliqué. Donc il y a un vrai sujet sur les mètres carrés. Après, effectivement, oui, les composants se recyclent de la même manière qu'on va chercher à recycler un équipement personnel. Alors, il y a un sujet qu'on n'a pas encore abordé, Sébastien Vergère, que vous avez mentionné en introduction et j'aimerais qu'on revienne dessus, c'est tout ce qu'il y a autour des équipements. Donc quand je dis équipement, que ce soit équipement donc pour les collaborateurs ou data center ou en tout cas infrastructure, c'est le transport, le packaging qui sont connus, reconnus comme étant justement des éléments polluants avec un fort impact carbone, donc que ce soit avec le transport ou même dans les composants des packaging. Est-ce que là-dessus aussi, Dell Technologies, vous nous l'avez un peu dit en introduction, a mis en place des choses pour réduire la facture énergétique? Alors, bien sûr. Je vous l'ai évoqué tout à l'heure, donc dans nos Moonshot Goals à horizon 2030, on a l'utilisation de 100% de matériaux recyclés et recyclables pour le packaging de nos machines. Là encore, c'est une démarche qui n'a pas commencé hier. Ça fait bien longtemps, par exemple, qu'on a banni le polystyrène de l'ensemble de nos emballages. Il est remplacé par du carton thermoformé qui enserre et qui empêche les machines de bouger. Parce qu'il n'y a rien de plus polluant que le polystyrène. Donc cet objectif de 100% qu'on s'est fixé pour 2030, je vous annonce qu'il sera atteint dans quelques semaines. Donc cet été, on aura atteint cet objectif de 100% d'utilisation de matériaux recyclés, recyclables. Donc on parle de bois, on parle de papier, on parle de carton. Donc pour l'ensemble de nos gammes, donc aussi bien les gammes post-utilisateurs que les gammes data center. On va plus loin. Et on innove avec du packaging en masse. On appelle ça du multipack. On a beaucoup de clients qui consomment beaucoup de matériel identique. J'équipe un data center, je vais commander quelques dizaines de serveurs. Est-ce qu'il est opportun d'envoyer chacun de ces serveurs dans un carton individuel ?
Bah non, on pense que non. Donc voilà pourquoi on a créé le multipack. Donc alors tous les modèles ne sont pas éligibles, mais on va dire nos serveurs de masse Le son, et les postes clients, notamment les laptops, le sont. Donc là, on réduit évidemment le packaging, on réduit l'emballage. Les gains, ils sont multiples. Les gains, ils sont évidemment pour la planète, mais ils sont aussi pour les clients. Beaucoup moins d'espace nécessaire pour stocker ces cartons qui contiennent donc de multiples machines identiques, beaucoup moins de temps pour les déballer. Donc voilà typiquement des innovations que l'on réalise dans le packaging. Dans le packaging. Le transport, alors ça, c'est pas forcément un sujet spécifique à l'IT, mais là aussi, on peut agir dessus, ou c'est complexe du fait qu'il faut quand même acheminer les infrastructures ou les terminaux d'un point A à un point B. Alors, il faut les acheminer, il faut même les acheminer 2 fois si on y réfléchit bien. Il faut les acheminer, dans le meilleur des cas, de l'usine au client, Bien et sûr. dans le deuxième cas de figure, du client à l'utilisateur final. Bien sûr. Alors on peut avoir éventuellement des stops intermédiaires sur des points de stockage intermédiaires, des grossistes ou autres, alors propres à chaque constructeur ou donc des grossistes de type partenaire. Donc là, de multiples choses existent. Là encore, eh bien, on va innover et on va proposer des alternatives à nos clients. Typiquement, aujourd'hui, je suis client, je commande une machine. Cette machine, par défaut, on va me proposer de l'avoir en une semaine, voire donc une semaine, c'est avec la tarification standard. Je peux l'avoir en 2 jours, Bien sûr, en payant une surfacturation. Donc là, je vais aller taper sur des stocks qui existent. Mais si je planifie mon besoin et si j'accepte d'attendre 4 semaines ou 8 semaines, eh bien, on va me proposer 2 alternatives. 4 semaines, on va me proposer un transport en train. 8 semaines, on va me proposer un transport en bateau. Ce qui peut même, j'imagine, mutualiser peut-être les transports aussi, puisqu'on peut prévoir un peu plus à l'avance combien d'équipements on va envoyer en même temps. Exactement. L'idée, c'est bien sûr de mutualiser. L'impact sur le bilan carbone lié au transport, il est colossal. C'est plus de 90% d'économie sur la facture carbone liée au transport pour une machine. 90% d'économie, c'est à peu près les mêmes économies que je sois en train ou en bateau. Donc il y a une économie, il y a aussi une économie sur le coût du transport qui bien évidemment est rendu au client. Hein. Donc on va donner une réduction de 20 et 40 euros par matériel. Donc si je décide d'y aller en train ou en avion, en train ou en bateau, pardon. Alors évidemment, il faut attendre un petit peu. Voilà, donc on est vraiment dans cette notion d'une démarche globale. Et cette démarche globale, ce n'est pas uniquement une démarche du constructeur. On propose et nos clients disposent. Bien sûr, on est toujours capable de répondre à un besoin d'urgence, mais si on est capable de planifier avec notre client, bien en faisant du multipack et en envoyant en bateau, eh bien, on va avoir d'énormes gains. On va aussi gagner en potentiellement préparant les matériels directement à l'usine et en envoyant ce matériel directement prêt à l'emploi, c'est-à-dire configuré, mis en conformité avec la configuration de chaque utilisateur, directement chez l'utilisateur. Alors, on reste dans une vague où le télétravail est important. Donc, on est capable aujourd'hui de livrer un matériel prêt à l'emploi conforme aux spécifications de chaque entreprise à l'utilisateur final directement chez lui. Donc là, on évite un stop supplémentaire qui était le stop donc dans l'entreprise. Une dernière question, Sébastien Verger, en conclusion. Donc vous nous avez effectivement évoqué les objectifs à long terme, ou en tout cas à 10 ans de Dell, certains atteints avant les 10 ans. Les prochaines étapes à court et moyen terme pour accompagner les entreprises, finalement ces entreprises qui nous regardent dans leur propre évolution, transformation et engagement à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Alors, aller toujours plus loin, encore une fois, j'ai partagé les objectifs long terme et on a vu avec par exemple les composants d'emballage que ce n'est pas parce que l'objectif est à 10 ans qu'il faut attendre 10 ans pour l'atteindre. Bien sûr. Ouais. Donc on va continuer d'innover. On va aussi surtout investir fortement sur la dernière étape qui est finalement le recyclage. Là encore, hein, comme on vient de l'évoquer, c'est une étape sur laquelle on est nous force de proposition. Encore faut-il mettre en place toute la chaîne logistique nécessaire. Donc on est force de proposition, il faut bien sûr que le client, entre guillemets, joue au jeu ou adhère. Et je rappelle que bien souvent, pour rentrer dans une démarche de recyclage, il faut commencer par dépenser un petit peu d'argent. Donc je vais dépenser de l'argent pour rentrer dans cette démarche de recyclage. Et puis, à un moment donné, le matériel va aller au bout du recyclage. Donc soit on va lui donner une deuxième vie, soit il va être vendu pour un deuxième usage, soit il va être décortiqué pour être réparti en composants. Mais tout ça, c'est bien sûr valorisé. Cette valorisation, elle est bien sûr rendue au client final. Donc il va récupérer à coup sûr plus que ce qu'il a investi au départ pour rentrer dans ce cercle vertueux. Donc finalement, on met nous à disposition de nos clients, de nos partenaires,
la démarche, la chaîne logistique. Encore faut-il que tout le monde fasse l'effort et joue le jeu pour finalement rentrer dans ce cercle vertueux. Merci beaucoup Sébastien Verger d'être venu nous détailler comment un partenaire IT des entreprises, en l'occurrence Dell Technologies, qui n'est pas le moindre des partenaires IT quand même, s'engage pour réduire son impact sur l'environnement et donc potentiellement via ses équipements, celui des entreprises avec lesquelles il travaille. Merci beaucoup Sébastien Verger. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes CTO France chez Dell Technologies. Merci à vous de nous avoir suivis depuis le rendez-vous des décideurs IT.